plongé dans l'inattendu avec 3 histoires de terreur. Une nuit troublante dans un motel, une enquête désespérée sous la pluie et un cauchemar surnaturel dans un hôpital désert. Préparez-vous pour un voyage où chaque ombre cache un secret et chaque réponse engendre un nouveau mystère. En 2016, je traversais une période difficile de ma vie. J'avais désespérément besoin d'un emploi de bureau, même mal rémunéré, pour payer les factures et garder l'esprit occupé. C'est alors qu'un ami à moi, Michel, a réussi à me trouver un poste dans un motel. Au début, cela semblait être un travail simple, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. La formation a été rapide, presque bâclée. Le matin, le propriétaire, un homme d'âge moyen qui semblait toujours pressé, m'enseignait les bases. Le soir, Michel me donnait la formation finale. Travailler de nuit, de 23h à 7h, semblait facile. Il suffisait de faire l'enregistrement des clients, de remplir les papiers et de maintenir l'ordre. Il n'y avait pas beaucoup de complications, ou du moins, c'est ce que je pensais. Mon patron, le propriétaire du motel, devait partir en voyage avec sa femme pendant une semaine, et la responsabilité de gérer le quart de nuit reposait entièrement sur moi. Je me souviens de regarder le bureau avec ses grandes fenêtres en verre et la porte en verre menant au hall. Sans fenêtre traditionnelle de nuit, tout semblait exposé. C'était un peu déconcertant, mais j'étais prêt à relever le défi. C'était ma première nuit seule pendant le quart de nuit. Vers 1h du matin, alors que je faisais mes formalités d'enregistrement, un homme est entré dans le hall. Il avait l'air normal, portait des vêtements ordinaires et ne se distinguait en rien au premier coup d'œil. Quand il m'a demandé s'il y avait des chambres disponibles, j'ai répondu que oui, sans hésiter. Le motel était complet, mais comme c'était ma première nuit seule, j'ai préféré ne pas faire d'hypothèse et les laisser réserver une chambre. Pendant que je préparais la réservation sur l'ordinateur, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'homme agissait de manière bizarre, commençant à écarter l'air autour de lui et à faire des bruits déconcertants, comme s'il était entouré de mouches invisibles. J'ai essayé d'ignorer, pensant que c'était simplement un comportement particulier. Je lui ai remis la clé de la chambre et il est parti. Peu après, l'homme est revenu. Il a frappé violemment à la porte en verre du bureau, me faisant sursauter. Je l'ai regardé et l'ai vu simplement me fixer. Il est entré, la tête partiellement dans la pièce, et a dit d'une voix étrange « Je ne peux pas entrer dans ma chambre. Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer dans ma chambre ?» La sensation de malaise a été instantanée. Quelque chose n'allait pas. J'étais terrifié, mais j'ai décidé d'essayer de résoudre la situation inconfortable. J'ai répondu à l'homme qu'il devait y avoir un problème avec la clé et que je lui en donnerais une nouvelle. Je lui ai remis la clé de remplacement et il est retourné dans sa chambre, apparemment satisfait. Mais la sensation de danger n'a pas disparu. Mon cœur battait la chamade et la tension dans l'air était palpable. Lorsque j'ai essayé d'appeler Michel, mon collègue, qui m'avait formé et il ne répondait pas, j'avais besoin d'aide, mais le téléphone sonnait sans réponse. J'étais seul et ne savais pas quoi faire. Soudain, j'ai entendu des bruits venant de la salle de bain du bureau. L'homme était à l'intérieur, parlant seul de manière irritée. Je n'ai pas pu comprendre la majorité, mais une phrase m'a glacé le sang. « Tu l'as ? Tu l'as » La panique m'a envahi. Je savais que je ne devrais pas confronter l'homme, mais la peur m'a paralysé. Finalement, l'homme est sorti de la salle de bain. J'ai décidé d'essayer quelque chose, n'importe quoi, pour gérer la situation. Je lui ai dit que la clé était cassée et que je le suivrais jusqu'à sa chambre. Il a accepté et nous avons commencé à monter les escaliers. Je transpirais de nervosité, sentant qu'il pourrait se passer quelque chose de terrible à tout moment. L'homme insistait pour marcher derrière moi et je me sentais complètement vulnérable. Avec le cœur battant à tout rompre, nous avons monté les escaliers en direction de sa chambre. J'étais absolument nerveux. Chaque pas me semblait être le dernier. Il me suivait de près et je faisais de mon mieux pour rester calme, tandis qu'une partie de moi voulait courir et se cacher. Nous sommes arrivés dans le couloir des chambres et par chance, l'homme semblait confus. Il s'est arrêté devant une chambre et a commencé à essayer d'ouvrir la porte, sans succès. J'ai saisi l'occasion et avec un sourire forcé, j'ai dit « Oh, c'est la mauvaise chambre? Votre chambre est celle-là, un peu plus loin. » Il m'a regardé avec une expression de confusion et de frustration,
mais il a semblé me croire et a pris la direction correcte. Enfin, il est entré dans la bonne chambre et j'ai profité de l'occasion pour retourner rapidement au bureau. J'ai fermé la porte en verre avec un sentiment de soulagement mêlé à une vague de peur. Mes pensées étaient accélérées et confuses, essayant de traiter ce qui venait de se passer. En me calmant un peu, j'ai réalisé que l'homme essayait d'entrer dans la chambre d'une femme qui était logée là, seule. Cette idée m'a donné des frissons. Avec le cœur encore battant, j'ai pensé qu'il valait mieux informer quelqu'un de ce qui se passait. Le prochain client que j'ai enregistré était un policier d'une ville voisine. J'étais réticent à parler de l'homme, mais la situation était tellement perturbante que je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, et il semblait intéressé à aider, se proposant de surveiller le motel. La nuit suivante est arrivée, avec un mélange d'anxiété et de soulagement de savoir que le policier était à proximité. L'idée d'avoir quelqu'un pour aider m'a donné un peu de réconfort, mais la tension ne disparaissait pas. J'ai gardé toutes les portes verrouillées et préparé la réception pour toute éventualité. Vers la même heure que la nuit précédente, un coup familier à la porte en verre a fait accélérer mon cœur. C'était lui, l'homme. Mon sang a glacé instantanément. Son regard était encore plus perturbant et frénétique qu'auparavant. Il semblait plus irrité, et la façon dont il se rapprochait du verre me donnait des frissons dans le dos. Sans laisser place à l'erreur, je lui dis, aussi fermement que possible, « Nous sommes complètement réservés ce soir. Il n'y a plus de chambre disponible. » Il m'a regardé avec une expression de frustration et de colère, mais il a semblé comprendre le message. Cependant, je ne me suis pas senti soulagé. La sensation d'être observé ne me quittait pas. Ensuite, je me suis assuré de tenir le policier informé. Il a posé quelques questions rapides et a dit qu'il surveillerait, ce qui m'a un peu apaisé. Malgré cela, la sensation de danger continuait de planer sur moi, comme une ombre invisible. Finalement, mon patron est revenu de ses vacances et j'étais impatient de lui raconter ce qui s'était passé. Je m'étais préparé à expliquer tous les détails, espérant qu'il prendrait l'incident avec l'homme au sérieux. J'ai commencé à relater tout ce qui s'était passé, depuis le moment où l'homme est entré dans le motel jusqu'à la dernière nuit où il est revenu. J'ai expliqué les comportements étranges, la tentative d'intrusion dans la chambre de la femme et le fait que j'avais appelé la police. À chaque mot, je voyais le visage de mon patron passer d'une expression détendue à une curiosité, puis enfin à un scepticisme. Je comprends, mais parfois les gens ont des comportements étranges, tu sais, a-t-il dit, essayant de minimiser la situation. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de si grave. Reste juste vigilant et fais attention. Ces paroles ont été un seau d'eau froide sur ma confiance. Je m'attendais à ce qu'il comprenne la gravité de la situation, mais sa réponse donnait l'impression que j'exagérais. Je me suis senti impuissant et frustré. Après tout, j'avais géré une situation effrayante et potentiellement dangereuse, et il semblait s'en moquer. La situation ne s'est pas améliorée dans les semaines suivantes. Bien que j'ai été extrêmement vigilant, l'atmosphère au motel est devenue de plus en plus tendue. Je ne pouvais m'empêcher de penser à l'absence de soutien de mon patron et à la peur constante que quelque chose de pire puisse arriver. Après cette première nuit angoissante et la réponse décevante de mon patron, je devais encore affronter le quart de nuit, maintenant avec une peur constante. Chaque nuit semblait être un mélange de tension et de monotonie, mais je ne pouvais m'empêcher de rester sur le qui-vive, toujours en attendant le pire. J'ai même envisagé de chercher un autre emploi, mais les factures et le manque d'alternatives me gardaient là. Il y avait quelque chose de perturbant dans le quart de nuit au motel. Souvent, les clients arrivaient avec des histoires étranges, comme des personnes qui semblaient fuir quelque chose ou se comportaient simplement de manière bizarre. Bien que rien ne puisse se comparer à l'incident avec l'homme, ces petites occurrences ont commencé à s'accumuler et à augmenter mon anxiété. Une nuit, quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. J'étais assis à la réception, en train de faire l'enregistrement d'un client, quand j'ai entendu un bruit venant de l'un des étages supérieurs. On aurait dit que quelqu'un frappait contre le mur de façon répétée. Le son était si fort et irrégulier que j'ai commencé à me demander si quelque chose n'allait pas. J'ai décidé d'aller enquêter et en montant les escaliers, le bruit s'est interrompu brusquement.
La seule chose que j'ai vue était les portes des chambres fermées et une atmosphère de silence inquiétant. Mon esprit était en ébullition, essayant de comprendre ce qui se passait. Je suis retourné au bureau et, dans une tentative de me distraire, j'ai commencé à vérifier les caméras de sécurité, mais il n'y avait rien qui expliquait le bruit que j'avais entendu. Cette même semaine, une situation encore plus étrange s'est produite. Un client est entré dans le bureau en disant qu'il entendait quelqu'un pleurer dans le couloir. Je pensais qu'il était simplement effrayé par l'ambiance. Alors, je l'ai calmé et l'ai dirigé vers sa chambre. Mais à partir de ce jour-là, j'ai commencé à ressentir une sensation croissante de malaise, comme si quelque chose m'observait en permanence, se cachant dans les coins sombres du motel. Un mois plus tard, la situation a atteint un point critique lorsqu'un groupe de personnes très étranges a fait l'enregistrement. Ils avaient un comportement inquiet, parlaient à voix basse entre eux et semblaient dérangés par quiconque passait près d'eux. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais l'atmosphère autour d'eux était sinistre. Lorsque le groupe a quitté le motel, j'ai remarqué qu'ils avaient laissé un désordre étrange dans la chambre, comme s'ils cherchaient quelque chose. La tension au travail me prenait de plus en plus, et chaque nuit semblait une éternité. En plus de la peur de ce qui pourrait arriver avec un client perturbé, le manque de soutien de mon patron ne faisait qu'aggraver les choses. Je me sentais de plus en plus isolé et désespéré. Le temps a passé et la sensation de peur constante ne semblait pas diminuer. Chaque nuit était comme un jeu de survie où je restais constamment sur le qui-vive, attendant le prochain incident étrange. Les événements bizarrement constants ont commencé à user ma confiance et à me faire douter de la sécurité de continuer à travailler là. Un jour, après des mois de quarts angoissants et une augmentation des événements étranges, j'étais particulièrement épuisé. Les clients continuaient d'arriver et de quitter le motel, mais quelque chose était différent ce jour-là. La tension dans l'air semblait plus palpable, et la sensation que quelque chose de mauvais était sur le point de se produire me suivait. C'était une nuit pluvieuse, et l'atmosphère au motel était plus sombre que d'habitude. Je faisais l'enregistrement lorsqu'un nouveau client est entré. Il semblait nerveux et agité, avec des yeux inquiets et un regard furtif. Quelque chose en lui me semblait familier, comme si je l'avais vu dans un cauchemar. Dès qu'il est entré dans sa chambre, j'ai commencé à ressentir une sensation croissante de panique. La pluie tombait fort et le vent frappait les fenêtres, créant un décor qui semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. J'essayais de me garder occupé, mais la sensation de malaise ne me quittait pas. Vers 2 heures du matin, le client est réapparu à la réception, très agité. Il semblait désespéré et a commencé à poser une série de questions étranges sur la sécurité du motel et la surveillance des caméras. J'ai essayé de répondre du mieux que j'ai pu, mais la conversation n'a fait qu'augmenter mon inquiétude. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un bruit venant du couloir. C'était un son fort et répétitif, comme si quelqu'un frappait aux portes des chambres. J'ai essayé d'ignorer, mais la sensation que quelque chose allait se passer m'a poussé à vérifier. Je suis sorti du bureau et j'ai trouvé un client étrange dans le couloir, essayant de forcer l'entrée dans la chambre d'une femme qui était logée là. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et je suis rapidement retourné au bureau, verrouillant la porte et appelant la police. La tension était insupportable et je savais que la situation dépassait mes capacités. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé le client agité et avec un comportement beaucoup plus étrange qu'auparavant. Il a été arrêté et emmené pour interrogatoire. Les autorités ont trouvé des preuves qu'il planifiait quelque chose de très sérieux. Et la situation s'est résolue avant qu'une tragédie ne puisse se produire. Après cet incident, mon patron est revenu de ses vacances et le sujet a été discuté. Malheureusement, il ne semblait pas comprendre la gravité de la situation et a continué à considérer les événements comme des coïncidences ou des choses normales pour un motel. Mais pour moi, cela a été suffisant. La sensation constante de danger et le manque de soutien m'ont convaincu de quitter mon emploi. Je suis parti du motel et je n'y suis jamais retourné. L'expérience a été un avertissement brutal sur la façon dont des situations apparemment normales peuvent se transformer en véritables cauchemars.
J'ai appris de la manière la plus difficile que la sécurité et la vigilance sont fondamentales, et qu'il ne faut pas ignorer son instinct quand quelque chose semble suspect. Je garde encore les souvenirs de cette période, et bien que j'ai avancé, l'expérience me rappelle toujours qu'en cas de danger, il est essentiel d'agir avec prudence et de chercher de l'aide lorsque nécessaire. Si vous pensez avoir tout entendu, préparez-vous à être surpris. Aimez la vidéo et plongez dans cette histoire de suspense et de mystère qui captivera votre attention. Je me souviens de cette nuit, comme si c'était hier, bien que tant d'années se soient écoulées. L'horloge du poste de police affichait presque minuit, et la ville était plongée dans un silence profond, interrompu seulement par le bruit incessant de la pluie qui tombait sans arrêt. C'était une nuit glaciale et sombre, avec des nuages lourds recouvrant le ciel et rendant tout encore plus lugubre. Mon mari, le commissaire Paul, était de service cette nuit-là. J'étais à la réception, en train d'organiser quelques papiers et essayant de ne pas penser au froid qui me glaçait les os. Paul me disait toujours que le poste de police était un endroit sûr, mais j'avais le sentiment que quelque chose était sur le point de changer. Lui et moi avions ce pressentiment, quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer, mais qui nous suivait comme une ombre cette nuit-là. Alors que j'étais concentré sur mon travail, nous avons entendu le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. J'ai regardé Paul et il a haussé un sourcil, une expression qui indiquait que quelque chose n'allait pas. La femme qui est entrée était une vision terrifiante. Ses yeux étaient écarquillés et elle semblait être dans une panique totale. Elle était trempée par la pluie de la tête aux pieds, et sa robe était tellement sale qu'elle semblait avoir été traînée dans la boue. Elle a commencé à crier, la voix pleine de désespoir. « S'il vous plaît, aidez-nous! Il y a eu un accident grave sur la route. Ma fille, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est là !» La scène était tellement chaotique que j'ai à peine pu comprendre ce qu'elle disait, mais la peur dans sa voix était palpable. Elle était désespérée et sa capacité à former des phrases cohérentes était probablement due au choc. Avec beaucoup de difficultés, nous avons réussi à comprendre où l'accident avait eu lieu. Paul s'est immédiatement levé et a appelé quelques policiers pour l'accompagner. Je savais que je ne pouvais pas rester assise. Quelque chose me disait que je devais y aller aussi. Peut-être était-ce le désir d'aider, ou peut-être m'étais-je identifié à son inquiétude pour sa fille, car je suis aussi mère. J'ai dit quelques mots pour réconforter la jeune femme, lui assurant que l'aide était en route, et je lui ai demandé de rester au poste pour se réchauffer. J'ai pris une lampe de poche et j'ai suivi Paul et les policiers à l'extérieur, le bruit de la pluie frappant les toits résonnant derrière nous. La pluie tombait incessamment, transformant la route en une mare boueuse et glissante. Chaque pas vers la voiture semblait s'enfoncer davantage dans la boue, et le bruit du tonnerre au loin ajoutait une touche dramatique à cette nuit, déjà sombre. La lumière des phares des voitures du poste était notre seul guide dans l'obscurité, et l'air humide rendait l'atmosphère dense et chargée de tension. Lorsque nous sommes arrivés sur le lieu de l'accident, le tableau était désolant. La voiture était retournée et très endommagée. La pluie commençait déjà à pénétrer à l'intérieur du véhicule, se mélangeant avec les débris et la saleté. La vue de la voiture tordue, avec la pluie qui tombait dessus, dégageait une impression de détresse. Soudain, nous avons entendu les pleurs d'un bébé. C'était un son aigu et angoissant qui nous a fait accélérer le pas. Paul, leur mari, a ouvert la porte de la voiture et a trouvé le bébé, encore dans son siège auto, pleurant intensément. Le soulagement de voir que le petit était vivant a été immédiat, mais la peur et le suspense planaient encore dans l'air. Le temps semblait s'étirer alors que la pluie tombait sans cesse et le vent murmurait à travers les arbres alentours. La scène de l'accident était enveloppée d'un mystère qui défiait notre compréhension. Le bébé était pris en charge par un des policiers et je me suis joint à lui, tandis que Paul et les autres examinaient plus en profondeur ce qui s'était passé. Alors que Paul et les policiers commençaient à chercher le conducteur et d'éventuels autres passagers de la voiture, l'ambiance autour de nous semblait devenir de plus en plus chargée de mystère et d'inquiétude. J'aidais comme je pouvais, essayant de calmer cet enfant qui, même si petit, avait vécu un événement aussi traumatisant. Et je tentais moi-même de garder mon calme au milieu du chaos.
C'est alors que l'un des autres policiers, qui faisait une inspection des environs du lieu de l'accident avec une lampe de poche, a trouvé la femme qui avait demandé de l'aide au poste. Elle était tombée à quelques mètres plus loin, près du bord de la route, au milieu d'une haute végétation, visiblement blessée. L'image était choquante et perturbante, et la scène de l'accident semblait être une énigme sinistre. La même femme qui avait supplié de l'aide plus tôt au poste était maintenant là, dans un état clairement critique en raison de ses blessures de l'accident, défiant toute logique et compréhension. Le suspense de la situation était palpable. Le fait qu'elle soit apparue au poste, puis ait été trouvée dans cet état, à quelques mètres de la voiture où nous avons trouvé le bébé, créait un mystère que personne ne pouvait expliquer. L'atmosphère était chargée, et ce qui semblait être un cauchemar se déroulait sous nos yeux. Le corps de la femme a été soigneusement placé dans une ambulance pour enquête. J'ai observé tout cela, le sentiment d'impuissance mêlé à une angoisse croissante. Notre ville est petite et habituée aux petits incidents, mais quelque chose, cette nuit-là, semblait hors du commun, non seulement en raison de l'ampleur de l'accident, mais aussi comme si nous étions plongés dans une intrigue qui dépassait la logique. Cependant, ce qui nous perturbait le plus était la connexion entre la femme qui nous avait demandé de l'aide et celle qui avait été trouvée sur les lieux. Quelque chose semblait ne pas coller. Comment la femme pouvait-elle être à deux endroits en même temps? Le mystère s'est approfondi lorsque nous avons commencé à assembler les pièces. Après le départ de l'ambulance, les policiers qui faisaient l'inspection du lieu sont revenus. Ils avaient déjà terminé l'examen du lieu et nous sommes retournés au poste. Les jours suivants, les détails de l'enquête ont commencé à émerger. À notre arrivée, personne ne savait que la femme qui avait demandé de l'aide avait disparu. Les quelques policiers restés ont dit qu'elle avait simplement disparu et ont supposé qu'elle était partie. Quelques heures après notre retour au poste, l'autopsie du corps retrouvé sur le lieu de l'accident a révélé que la femme était morte au même moment que l'accident s'était produit à cause d'une grave blessure. De telles révélations, pour nous qui étions au poste cette nuit-là, ont laissé un frisson dans notre dos. Nous avions vu la femme entrer et demander de l'aide, sa panique était réelle, et son urgence a marqué tous ceux qui étaient là. Mais comment avait-elle pu nous demander de l'aide? Comment cela avait-il pu se produire si l'autopsie de son corps a révélé qu'elle était morte peu après l'accident? Même si elle avait survécu, ses blessures étaient trop graves pour qu'elle ait pu arriver au poste en si peu de temps. Et pire encore, comment avait-elle pu nous parler sans que nous remarquions ses blessures? La vérité est que nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est passé cette nuit-là. Le bébé a été remis à un foyer temporaire et l'enquête a continué, mais rien n'a pu expliquer complètement ce qui s'était passé. Le mystère de la femme et de l'accident demeure comme une ombre dans ma mémoire et dans celle de notre ville. Cette nuit-là, avec la pluie et l'horreur qu'elle a apportée, n'a jamais été oubliée. Bien que nous ayons plus de questions que de réponses, rien ne me fait douter que cette femme a fait l'impossible pour protéger son bébé. Et cet incident est resté comme un souvenir troublant que, parfois, l'inexplicable nous confronte de manière à défier notre compréhension et nous laisse avec une peur persistante que, peut-être, toutes les réponses ne soient pas à notre portée. Qu'avez-vous pensé de cette nuit mystérieuse? Partagez vos théories sur ce qui a vraiment eu lieu dans les commentaires. C'était un vendredi après-midi, veille de jour férié, et j'étais au bureau, prêt à me déconnecter et à profiter d'un repos bien mérité. En tant qu'ingénieur spécialisé dans la maintenance d'équipements médicaux, mon travail était toujours imprévisible, mais cette journée semblait plus calme. Cependant, un appel inattendu a tout changé. Le téléphone a sonné, et en décrochant, j'ai entendu la voix de mon patron pleine d'urgence. Nous devions nous rendre à l'hôpital Saint-Barthélemy, situé à environ 60 km de notre ville, pour réparer une imprimante de film radiologique. Pour aggraver les choses, mon collègue Paul, qui était dans la même équipe, était en ligne, se plaignant de ne pas savoir du tout comment gérer cet équipement ancien et compliqué. L'ordre était clair, je devais y aller avec lui. En quelques minutes, nous avons pris la voiture et sommes partis pour l'hôpital. La route était plus calme que d'habitude, et le ciel était gris, comme s'il savait que quelque chose d'étrange allait se produire. À mesure que nous nous approchions de l'hôpital, une sensation inquiétante commençait à s'installer.
Je me forçais à penser que c'était simplement la fatigue et la peur de manquer le jour férié qui me faisaient ressentir cela. Nous sommes arrivés un peu avant 17 heures et l'hôpital semblait désert. La seule chose que l'on pouvait entendre était le son de nos propres voix résonnant dans les couloirs vides. C'était un vieux bâtiment, avec des murs qui semblaient avoir beaucoup d'histoires à raconter. Et l'atmosphère était chargée d'un certain poids historique. Alors que Paul et moi nous dirigions vers la salle où se trouvait l'imprimante, je remarquais des détails qui semblaient un peu hors de place. Les sols en marbre étaient froids et l'air était chargé d'une odeur particulière, un mélange de produits chimiques et de quelque chose d'indéfinissable. Le sentiment de malaise ne cessait de croître à mesure que nous avancions. Lorsque nous sommes arrivés à la salle de l'imprimante, nous avons enfin pu voir à quel point le travail serait compliqué. L'imprimante était là, imposante et ancienne, avec des boutons et des engrenages qui semblaient sortir directement d'un vieux film. Nous avons essayé de la configurer, mais il y avait un problème. Elle ne communiquait pas avec le bras chirurgical, ce qui empêchait les images d'être imprimées. La frustration était palpable et le temps semblait passer plus lentement. Paul et moi étions là, sous une lumière fluorescente qui bourdonnait incessamment, essayant de résoudre le problème. Chaque minute semblait un défi de plus que la précédente, et l'environnement autour de nous semblait de plus en plus oppressant. C'était comme si l'hôpital lui-même nous observait, testant notre patience et nos compétences. Vers 18h30, la tension était à son comble. Nous étions désespérés de résoudre le problème avant que le jour férié ne commence et que la situation ne devienne encore plus compliquée. C'est alors que la porte de la salle s'est ouverte et un homme est entré. Il était distingué, avec une allure démodée, comme quelqu'un venu directement d'une époque passée. Il portait un costume sombre qui semblait hors de propos au milieu de la modernisation de l'hôpital, et son visage était sérieux, avec des traits qui dégageaient une certaine autorité. Ses yeux étaient perçants, comme s'ils examinaient chacun de nos mouvements avec une précision inquiétante. Il s'est présenté comme quelqu'un de responsable de l'administration, bien qu'il n'ait porté aucun badge ou identification visible. D'un ton ferme, il a expliqué que l'imprimante devrait être opérationnelle ce jour-là, car un patient était prévu pour une intervention chirurgicale, et les médecins avaient besoin des images de l'imprimante pour décider du meilleur traitement. L'urgence dans ses paroles était presque palpable, comme s'il n'y avait d'autre option que de répondre à cette demande. Nous, déjà épuisés et avec le temps qui jouait contre nous, avons redoublé d'efforts pour résoudre la situation. La précipitation et l'anxiété flottaient dans l'air. La lumière fluorescente de la salle semblait clignoter avec une intensité qui reflétait notre état d'esprit. Finalement, après de nombreux ajustements et tentatives, nous avons réussi à établir la communication entre le bras chirurgical et l'imprimante. L'impression fonctionnait et le soulagement était presque palpable. Mais avant que nous puissions respirer un peu, l'homme est revenu. Nous avons annoncé la bonne nouvelle que l'imprimante était opérationnelle et lui avons demandé de signer le rapport de service. Il a accueilli la nouvelle du bon fonctionnement de l'imprimante avec enthousiasme, mais lorsque nous avons parlé du rapport de service, son expression a changé. Il s'est alors excusé, disant qu'il ne pouvait pas signer le document et nous a orientés vers la salle de l'administration à la réception. Il a promis que la personne responsable de la signature du rapport serait là et nous a même invités à prendre un café à ses frais en signe de remerciement. Nous, sans trop réfléchir, avons accepté l'offre. L'idée d'un café et la possibilité de rentrer enfin chez nous étaient très tentantes. Avec le rapport en main, nous nous sommes dirigés vers l'administration, soulagés et espérant un bref repos. Nous sommes arrivés à la salle de l'administration, située à la réception, à côté d'un petit café qui semblait être un refuge accueillant dans l'environnement hospitalier froid et impersonnel. L'attente d'un café chaud et la promesse d'une reconnaissance pour nos efforts semblaient être une bonne manière de conclure cette journée épuisante. En entrant dans la salle de l'administration, nous avons été accueillis par une employée, une femme d'âge moyen avec un regard fatigué mais cordial. J'ai expliqué la situation, montré le rapport de service et demandé où se trouvait la personne responsable que l'homme de l'imprimante avait mentionné. Elle nous a regardés avec une expression confuse et a dit qu'elle ne connaissait personne correspondant à la description.
Néanmoins, elle a pris le document et l'a emporté dans une salle adjacente, revenant avec le document signé. Nous avons demandé encore une fois à propos de l'homme que nous avions vu plus tôt, mais elle a continué à nier, affirmant qu'il n'y avait personne à l'administration ressemblant à lui. Confus et un peu irrités, nous avons essayé de comprendre ce qui se passait. Elle nous a assuré que si quelqu'un avait dit que le café était à notre disposition, cela devait être un malentendu. Nous avons alors été dirigés vers une table près du café, dans l'espoir d'obtenir au moins une boisson pour récupérer un peu de l'énergie que nous avions dépensée. En attendant, un malaise croissant a commencé à nous envahir. Le café était fermé, et l'ambiance semblait encore plus étrange maintenant que la promesse de l'homme mystérieux s'était dissipée. Nous avons alors remarqué que les heures d'ouverture du café étaient jusqu'à 20h, et comme il était déjà plus de 20h30, il était fermé depuis un moment. Un sentiment de malaise a commencé à me gagner. Quelque chose semblait être hors de place, et l'ambiance de l'hôpital se transformait lentement en quelque chose de plus sinistre. Nous avons décidé de jeter un coup d'œil autour de nous pour voir si nous trouvions un signe expliquant la présence de cet homme. C'est alors que nous avons traversé un couloir rempli de portraits anciens. C'étaient des photos encadrées de tous les mainteneurs de l'hôpital Saint-Barthélemy depuis son ouverture. Les images montraient une galerie de visages sérieux et vieillissants, chacun représentant une partie de l'histoire de l'hôpital. C'est à ce moment-là que quelque chose a glacé mon sang. Parmi les portraits, j'ai reconnu le visage de l'homme qui nous avait donné des instructions. Il était là, sur l'un des portraits décolorés, avec une légende indiquant qu'il avait été l'un des mainteneurs de l'hôpital dans les années 1980. La date de son décès était 1989. La réalité s'est installée lentement. L'homme qui nous avait fait travailler plus tard et avait promis un café était mort depuis des décennies. Le choc et l'incrédulité ont été remplacés par un frisson qui a parcouru ma colonne vertébrale. Il ne faisait aucun doute. Nous avions été manipulés par un fantôme. Le choc de réaliser que l'homme était un fantôme m'a presque paralysé. J'ai regardé Paul, qui était aussi stupéfait que moi, et nos expressions d'incrédulité se sont croisées. Nous avons essayé de traiter l'information, mais la réalité semblait ne pas vouloir s'ajuster à ce que nous voyions. Le couloir, maintenant éclairé uniquement par les lumières froides et impersonnelles de l'hôpital, semblait encore plus sombre. Chaque pas que nous faisions vers la sortie semblait résonner dans le silence lourd autour de nous. Le sentiment que quelque chose nous observait se intensifiait à chaque instant. Nous nous sommes dirigés vers la sortie, notre cœur battant fort. Nous avons passé le café fermé, celui qui avait été promis, mais qui était maintenant vide et silencieux. Le soulagement de quitter cet endroit semblait à portée de main, mais le malaise persistant nous accompagnait encore. En traversant le parking désert, où l'éclairage était insuffisant et les ombres s'allongeaient comme si elles voulaient nous engloutir, nous ne pouvions pas nous empêcher de réfléchir à ce qui venait de se passer. L'image du portrait de l'homme, avec son regard austère et éternel, était gravée dans notre esprit. Enfin, nous sommes arrivés à la voiture et avons pris la route du retour. Le trajet semblait plus long que jamais. Nous avons peu parlé, tous deux plongés dans nos pensées, essayant de comprendre ce qui venait de se dérouler. Ce qui aurait dû être une simple tâche de maintenance s'était transformé en une expérience surnaturelle, défiant toute logique. Le sentiment d'être suivi ou de quelque chose se déplaçant dans les ombres a persisté un moment. Même après être rentré chez moi et m'être couché, l'image de cet homme et la sensation de sa présence hantaient encore mes pensées. Nous n'avons plus jamais travaillé à l'hôpital Saint-Barthélemy. Et chaque fois que nous avons un service à proximité, je ne peux m'empêcher de me demander si je rencontrerai un autre mainteneur du passé ayant laissé sa marque au-delà de ce que nous pouvons voir. Le mystère de cette journée reste un rappel effrayant que parfois, ce que nous considérons comme réel peut n'être qu'une couche d'une réalité beaucoup plus étrange et surnaturelle que ce que nous imaginons. Si vous avez été captivé par nos histoires, abonnez-vous à Paranoia Saga pour plonger encore plus profondément dans l'horreur et ne jamais manquer un frisson. Et si vous connaissez une histoire effrayante et troublante, envoyez-la à notre adresse email. Votre confidentialité sera préservée. Rejoignez notre communauté d'explorateurs courageux de l'inconnu et embarquez dans un voyage terrifiant qui éveillera la paranoïa en vous et vous empêchera de dormir.